Bonjour à tous. Bienvenue dans cette session de DevSecOps, donc qui va parler de façon très spécifique à la sécurité du supply chain, la chaîne d'approvisionnement logiciel, et de la protection du workload, c'est-à-dire des charges de travail. Donc sans plus tarder, pour gagner du temps, je vais démarrer la session. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Khalid aussi. Donc, je suis senior DevSecOps chez ADM. Et je serai aujourd'hui ravi de partager avec vous sur un sujet aussi passionnant qui va parler de tout ce qui est DevSecOps, un sujet peut-être à plusieurs interrogations où les gens se posent c'est quoi la différence entre DevOps et DevSecOps. Nous allons voir tout ceci au fil de notre présentation. Alors, n'hésitez pas sur le forum si vous avez des questions, des zones d'ombre dans les explications, des contributions, vous pouvez toujours les mettre sur le chat. Voilà, et on pourra en discuter à la suite. Alors, je vous propose comme plan de présentation d'abord un overview du contexte dans lequel nous nous trouvons pour bien camper le sujet et parler plus ou moins des challenges. C'est relativement important parce que ça nous permet de pouvoir bien délimiter le sujet. La sécurité est un élément qui est relativement vaste, ou en tout cas le DevSecOps de façon globale. Ensuite, on va parler du rapprochement entre le DevSecOps et le cloud, qui est un rapprochement tout à fait normal et cohérent. Okay? Et puisqu'on est dans la journée du cloud, donc on va faire ce rapprochement-là avant de parler de la sécurité du supply chain et de la protection de nos charges de travail. Alors, s'agissant du contexte et du challenge, nous vivons ou nous sommes dans un écosystème digital. Donc, vous avez suivi un peu le keynote en introduction qui parle un peu de l'écosystème digital dans lequel nous sommes, qui, grâce à l'évolution des technologies, donne une place prépondérante à l'innovation. Donc, nous assistons à l'intelligence artificielle, le développement du metaverse, le développement du cloud, ainsi que tous les services, produits et services connexes. Il y a également une extension des limites de connexion, donc aujourd'hui avec l'émergence de la 5G et l'IoT qui nous permet de nous connecter avec notre environnement, mais surtout aussi de permettre à notre environnement de se connecter à elle. Il y a également une réinvention de l'expérience utilisateur qui devient, disons, le maître du business. Donc, c'est au client c'est le client qui fait roi maintenant. Donc, pour ce faire, il est tellement avisé, il a tellement utilisé des outils digitaux qu'on est dans une perspective, en tout cas les entreprises sont dans une perspective croissante d'innover pour pouvoir satisfaire un peu cette expérience utilisateur, la rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus digeste, beaucoup plus simple. Okay? Ce qui, pour les entreprises, constitue une augmentation croissante des besoins du client qu'il faudrait prendre très rapidement, sans oublier que cette ouverture du digital et cette hyperconnectivité sont également sources d'attaques de sécurité qui sont de plus en plus très importantes. Okay? Donc aujourd'hui, moi je vois le cloud comme étant un des moyens qui permettent d'aller très rapidement dans l'univers du digital avec un modèle de pricing pay as you go. Okay? Et si je veux faire un peu la projection en disant que les rails représentent la roadmap digitale de l'entreprise, okay? La locomotive, c'est le cloud. Okay? Les wagons sont les technologies qu'on peut avoir, la 5G, l'IA, le big data, etc. Les passagers sont les entreprises et les particuliers et les stewards sont les boîtes de consulting, okay, qui viennent accompagner pour permettre de profiter de ce service-là. Donc, on a plusieurs providers, les big players, AWS, Google Cloud et Oracle Cloud, Microsoft Azure. Alors, je vais partager quelques statistiques. Est-ce que vous savez l'estimation des pertes financières dues au cybercrime en 2025? Alors, selon Gartner, ça tourne autour de 10 millions de milliards de dollars. Donc, énorme, c'est assez conséquent. Voilà pourquoi c'est devenu une niche pour les hackers de dire il faut s'attaquer au système parce qu'il y a de l'argent à gagner.
Le pourcentage également des failles de sécurité qui sont causées par les applications in-house, parce que oui, la majeure partie parmi nous ont tendance à vouloir créer des applications fait maison, ça tourne autour de 92%. Donc, pour dire d'une part, est-ce qu'il n'y a pas une négligence de la part des développeurs ou en tout cas dans le process, est-ce qu'il n'y a pas des choses à revoir pour faire baisser ce taux dû aux failles de sécurité. Donc, voilà. Et les grandes organisations, les organisations globales qui vont subir des attaques sur le supply chain, donc prenez le supply chain comme la chaîne de delivery de valeur, la chaîne de livraison de la valeur, partant du produit brut, ok, jusqu'au produit final qu'on va livrer au client. Et dans le domaine du software, c'est de la partie code jusqu'à la partie déploiement dans un environnement accessible au client final. Ce pourcentage tourne autour de 45%. Donc, rien que sur la chaîne qui va permettre de délivrer de la valeur pour les clients finaux, il y aura des attaques autour de 45%. Sans oublier aujourd'hui qu'on a toujours fait des problématiques de sécurité des éléments qui sont propres aux équipes de sécurité. Or, ces équipes même, quand on a fait des stats selon ISC, on se rend compte que 62% de ces équipes se considèrent comme étant sous-staffées, donc understaffed. Donc, ce qui veut dire que l'idéal pour nous, c'est, avant de passer sur la partie DevSecOps, de réduire un peu notre périmètre. Donc, puisqu'il s'agit du cloud, on va parler du cloud avec le déploiement des applications, donc des applications web, mobile qu'on peut avoir, et en essayant aussi de faire un target sur la partie supply chain qui permet de dire comment prendre notre produit, le code, et de l'amener, de le sécuriser de l'environnement de dev, donc from code to cloud, donc qui est l'environnement de production, et de pouvoir aussi faire l'inverse. C'est-à-dire, si on a des incidents de sécurité en cloud, comment pouvoir les reproduire dans notre supply chain, ok, pour pouvoir apporter les correctifs nécessaires. Et ça, on appelle ça de l'intégration horizontale, ok. On va également faire de l'intégration verticale, qui est plus maintenant dans une phase de détection et de correction. Okay. La phase horizontale, ce qu'on va présenter, ça va être plus dans une phase de prévention. Okay. Alors, sur la pyramide aussi sécuritaire, donc aujourd'hui, on a plusieurs niveaux dans les efforts sécuritaires que les entreprises peuvent faire. D'abord, dans l'analyse du design, qui fait partie des fondamentaux, et là où la majeure partie des équipes s'arrêtent. Ensuite, il y a l'utilisation de scanners automatisés pour détecter des vulnérabilités, etc. Rechercher les vulnérabilités qui sont connues, que l'on peut appeler des CVE, et les réutiliser. Et enfin, il y a la partie advanced, Sur cette partie advanced, c'est vraiment là où les choses se passent, il y a des fonctionnalités abuse, donc les hackers, ils ont tendance à abuser des fonctionnalités de votre système pour trouver des failles. Ils vont aussi exploiter, ils vont essayer de faire un chaining des exploits, donc des différentes failles qu'ils peuvent avoir. Et surtout, l'un des éléments les plus difficiles à cerner, c'est le unknown unknowns. C'est-à-dire, on a des failles de sécurité, mais on n'est même pas conscient de l'existence de ces failles-là. Donc, nous, dans la presse, on va se limiter à la partie fondamentale parce que c'est un gros sujet et pour pouvoir mieux vous donner des aspects. Alors, puisqu'il s'agit de déploiement d'applications cloud, d'applications sur le cloud, on va d'abord parler du cloud natif, qui est un concept permettant de builder des applications qui vont prendre l'avantage du système de compute distribué du cloud. Et ça, comment est-ce qu'il va le faire? D'abord, en améliorant la disponibilité avec une architecture faiblement couplée, ce qu'on appelle loosely coupled, et une communication asynchrone. On a l'apparition des microservices, et également le streaming d'events distribués. Donc, ceux qui connaissent déjà le cloud, ils connaissent, il y a des mécanismes de communication asynchrone. Ensuite, on a une amélioration du time to market au travers de l'automatisation des déploiements et de l'accélération aussi de ces déploiements-là via des pipelines CI/CD. Et ça, c'est le DevOps qui nous permet de faire ça. Et enfin, on a la portabilité des applications, mais également la scalabilité des composants qui constituent cette app grâce aux techniques de containerisation. Donc, pour dire, le cloud native, c'est à la fois une approche microservice, l'usage du DevOps et l'application de la portabilité pour pouvoir bénéficier pleinement des modèles du cloud. Donc, je dirais, c'est le fait de pouvoir faire
des changements à haut impact de façon fréquente, mais avec un minimum d'effort. Okay? Donc, ce que je peux retenir de ce process, puisqu'on parle de DevSecOps, qui est un des éléments du cloud natif que l'on vient de voir, en tout cas un contributeur essentiel, on va parler du DevOps, donc qui est un moyen de combiner des personnes, des process et des technologies pour délivrer des produits de qualité qui vont répondre aux besoins de l'utilisateur et aux objectifs métiers. Et ceci vraiment de façon très, très rapide et de façon très fréquente. Okay? Donc, ça permet de fédérer les aspects business, le développement et opérationnel en éliminant les silos. Okay? Ensuite, ça va permettre de répondre très rapidement aux besoins des utilisateurs sur le marché en intégrant les feedbacks, donc ce qu'on appelle le feedback loop, pour prendre en considération les besoins de l'utilisateur qui sont fulgurants. On va parler, il permet aussi de faire de l'amélioration continue des produits et services, donc pour une meilleure satisfaction du client, et enfin de réduire les coûts liés au développement et aux opérations, okay, la partie opérationnelle, mais tout en garantissant la qualité. Okay? Donc, l'idée ici, c'est de répondre à deux environnements qui ont des besoins antagonistes mais complémentaires. Les devs qui veulent faire des changements fréquents en utilisant les nouvelles technologies, donc ils veulent toujours être au diapason et répondre aux objectifs du métier. D'autre part, nous avons les ops qui, eux, répondent toujours aussi aux besoins du client en essayant de garder un système stable. Et pour eux, des déploiements fréquents sont source d'instabilité. Donc, le DevOps, il est là pour mettre les deux sur la même longueur d'onde et garantir aux ops que tous les produits livrés par le dev, aussi fréquents soient-ils, sont de qualité et répondent aux exigences du client. Alors, le DevSecOps, globalement, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est de dire, on a toujours pensé que la sécurité, c'est l'affaire des experts en sécurité. Et il vous est arrivé, en tout cas, moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises, de faire tout le process de développement des applications. Au moment de faire le déploiement, on me dit, il faut un quitus de sécurité. Et le quitus de sécurité, c'est quoi? Il faut demander aux équipes de sec de faire un scanning. Ce qui est étrange, c'est qu'après ce scan, on me renvoie un rapport de vulnérabilité qui est énorme et je suis obligé de pouvoir fouiller dans ce rapport. C'est pas très exhaustif pour moi. En tout cas, c'est pas très parlant pour moi pour le regarder. C'est assez exhaustif quand même. Mais il y a énormément de choses. Donc, en tant que développeur, je me perds là-dessus. Mais surtout, ça devient un blocage pour corriger toutes les failles de sécurité qui ont été relevées. Conclusion, on a souvent tendance à dire, allons en production et après, on va corriger des sécurités. Et là, on crée de la dette technique. Donc, le DevSecOps, c'est juste du shift left security. C'est comment intégrer l'aspect sécuritaire très tôt dans le processus du développement. Donc, faire des développeurs et tous les acteurs qui sont dans le processus du cycle de vie de développement de l'application, des acteurs de la sécurité, donc, et non pas une histoire des équipes de sécurité. Donc, on va faire des tests de sécurité en masse et adresser toutes les issues sur la chaîne de valeur. Ça permet aussi de pouvoir réduire les cycles de tests grâce à l'automatisation et de réduire, comme j'ai dit, la dette technique. Et ça, c'est un gage d'un logiciel de qualité et de sécurité. On va également pouvoir incorporer la sécurité à plusieurs niveaux. Okay? Donc, ça ne va pas être une seule couche de sécurité, mais ça va être plusieurs couches. On appelle le in-depth security, okay? Plusieurs layers de sécurité. Ensuite, ça augmente la confiance des utilisateurs et ça permet de réduire les pertes financières liées causées par des issues de sécurité. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Le DevSecOps permet de prévenir il permet de sécuriser en fait le DevOps pour qu'il ne soit pas un outil pour les hackers d'attaque ou comment je peux l'expliquer, c'est de dire ils vont servir du DevOps parce qu'il y a plusieurs maillons qui ont été rajoutés pour pouvoir fragiliser un peu le SI. Donc, l'idée, c'est de sécuriser toute la chaîne de valeur qui a été introduite par le Continuous Integration et le Continuous Delivery. Donc, on va commencer ici par les challenges qui vont tourner autour du DevSecOps. D'abord, les vulnerability management, donc pouvoir analyser toutes les vulnérabilités qui se trouvent dans les codes sources produits par nos propres développeurs,
les frameworks qui sont utilisés, on verra que 70 à 90% des applications maintenant sont constituées de librairies tierces et de bibliothèques, de frameworks qui sont utilisés, mais aussi sur la partie supply chain, donc sur la partie continuous integration et continuous deployment, les outils que nous avons peuvent également présenter des vulnérabilités. Ensuite, autre challenge, c'est avec les applications cloud natives, nous tendons plus vers ce qu'on appelle des conteneurs, la containerisation de nos apps. Donc, ce qui veut dire que on a une isolation du workload, mais pas pour autant une sécurité totale. Donc, on peut avoir des problématiques de misconfiguration, des vulnérabilités qui sont incluses dans les images, et également le runtime, qui est l'environnement d'exécution de ces conteneurs-là, qui peut être des orchestrateurs qui présentent également des failles de sécurité. On a également ce qu'on appelle l'approche serverless, donc, ou le FAS, le Function as a Service, très utilisé aussi dans les applications cloud native, qui permet de dire, en fait, on se focalise juste sur la partie code, donc tout ce qui est infrastructure, c'est géré par le cloud provider, mais ici aussi, on peut avoir des issues de sécurité sur la partie code et la partie runtime. Pour le déploiement pour les déploiements cloud, on peut avoir aussi des risques qui sont liés à ça, tels que le hijacking des cloud accounts, des défauts de configuration ou ce qu'on appelle des misconfigurations parce qu'on utilise des configurations par défaut, ou tout simplement on a des privilèges assez élevés sur certains comptes, ou tout simplement des accès qui sont compromettants ou insécurisés pour des API, etc. Ensuite, on peut avoir tout ce qui est data management et regularity compliance. Donc ça permet justement de dire, dans le cloud, on a de la donnée, comment protéger ces données-là pour éviter qu'il y ait de la perte de données, qu'on puisse perdre la donnée, ou tout simplement que l'on soit compliance, parce que ça peut être des données de santé, ça peut être des données financières, etc. Donc, comment gérer tous ces aspects-là. Et enfin, la partie la plus importante, en tout cas qui pose problème, c'est le security skills, qui dit comment permettre à toutes les équipes d'être complémentaires en ayant de nouveaux skills. Par exemple, comment permettre aux développeurs d'incorporer dans leur mindset tous les aspects de sécurité et de ne pas justement en faire une affaire pour les trucs de sécurité. Alors, quand parlant du cloud et de la partie DevSecOps, déjà, je vous partage le modèle de sécurité, le Share Responsibility Model de AWS, donc qui parle un peu de dire, aujourd'hui, l'aspect sécuritaire chez AWS, comme la plupart des cloud providers, est partagé. Donc, il y a une partie qui est gérée par le cloud provider et il y a une partie qui est gérée par le customer. Pour faire simple, le cloud provider, il est responsable du cloud, de la sécurité du cloud. Et vous êtes responsable de ce que vous amenez dans le cloud. Donc, vos applications et tous les services que vous avez configurés pour que votre application puisse fonctionner. Et de là, nous avons plusieurs options de sécurité cloud, parmi lesquelles on peut noter, par exemple, le SIEM. Donc, le SIEM permet de faire la gestion des identités et des accès dans le cloud. Et on va me dire, mais l'IAM, ça sert à quoi? Mais aujourd'hui, si on est dans des environnements multi-cloud, on a besoin de gérer cette gouvernance d'identité, et de ne pas uniquement se limiter à, disons, aux solutions IAM qui sont propres à chaque cloud provider. Et de plus, pour certaines ressources aussi, les accès, les privilèges sont, je peux dire, les ressources sont dynamiques. Donc, ce qui veut dire que les IAM, en fait, ils donnent plus des autorisations sur les ressources qui sont à la limite statique. Donc, le SIEM aussi va permettre de gérer toute la partie compliance. Est-ce qu'on est compliance GDPR ou est-ce qu'on est compliance HIPAA, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle le CASB, le Cloud Access Security Broker. Donc là aussi, c'est un logiciel, un software qui va permettre de jouer le rôle de broker, de relais entre l'entreprise et le cloud provider, dans l'ultime but de faire de la vérification d'identité, de faire également du Shadow IT Discovery, parce qu'il y en a beaucoup qui vont commencer à utiliser des applications en mode Shadow qui n'ont été validées par aucun process de validation au niveau de l'entreprise et qui peuvent exposer à des failles de sécurité, qui peuvent exposer des failles et des vulnérabilités de sécurité. Il prévient aussi la perte de données, ce qu'on appelle le DLP, Data Loss Prevention. Il permet aussi de faire de l'URL filtering, du package inspection, l'inspection des paquets qui vont transiter sur le network, et aussi la gestion des access control. Donc, une des solutions que l'on trouve sur le marché, c'est Cloudflare qui permet de faire ça.
Ensuite, comme autre option, on a le CSPM, le Cloud Security Posture Management. Son rôle, c'est quoi? C'est d'identifier et de remédier des risques autour, en faisant quoi? En faisant une automatisation du process, OK? Ce sera du monitoring continu pour détecter quoi? Des menaces, OK? Threat detection, et de faire une remédiation des workflows à la recherche des défauts de configuration, à la recherche également de faire du risk assessment, de proposer aussi des réponses à des incidents et surtout aussi de faire le monitoring du compliance. Okay? Et enfin, on a le CWPP, okay? Cloud Workload Protection. Donc, c'est une solution aussi qui va permettre de faire également du monitoring continu, mais cette fois-ci pour la charge de travail. Okay? Ça va se focaliser sur les environnements de compute, en tout cas les solutions de compute que nous avons, pour faire du runtime protection, donc protéger l'environnement d'exécution de nos workloads. Ça peut être une VM, ça peut être, disons, une function as a service, ça peut être autre chose. On va également faire du vulnerability scanning, ok, donc l'analyse de vulnérabilité, et on va essayer aussi de faire de la détection, du monitoring et de la détection des vulnérabilités. Donc, on peut voir que parmi ces options, il y en a qui sont, je peux dire, qui vont s'interconnecter ou des choses qui sont faites à plusieurs niveaux. Par exemple, on a parlé du threat monitoring, donc qui est effectué sur la partie CWPP, donc qui est le Cloud Workload Protection, mais aussi qui est effectué sur le CSPM, donc le Cloud Security Posture Management. Donc, il y a vraiment des zones d'intersection. Et enfin, on a le CNAPP, qui est le Cloud Native Application Protection. Donc, lui, puisqu'on parle ici d'application cloud native, on le met au centre parce qu'il regroupe à la fois plusieurs éléments. Donc, il regroupe le CSPM, le CWPP et le CIEM. Donc, autour, en plus de ça, il offre des solutions de SAST. SAST qui veut dire software, qui veut dire Static Application Security Testing, donc qui va permettre de détecter des failles de sécurité très tôt dans le code source. Donc, lui, il s'adresse au code source de l'application produit. On a le SAA qui est le Software Composition Analysis. Donc, lui, il fait un focus sur les librairies tierces qui ont été utilisées. Donc, comme on l'a vu, la majeure partie des applications utilisent des frameworks, des librairies. Donc, le SAA fait un focus sur ces librairies-là, en tout cas la sécurité de ces librairies. On aura besoin aussi du SPOM, ce qu'on appelle le Software Bills of Materials, qui est offert par le CNAPP et qui, de façon détaillée, fait un inventaire des différentes composants qui sont utilisés par votre application et de créer les dépendances. L'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir traquer et de manager les potentielles vulnérabilités et de suivre aussi le end of life, le EOLs des produits. Okay? Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des versions qui ne sont pas conformes. Voilà, et ensuite on a le DAST qui est le Dynamic Application Security Testing. Le DAST, à l'inverse du SAST, le SAST se fait avant la mise en production. Donc là, on recherche des vulnérabilités, alors que le DAST, c'est qu'on va essayer de faire des tests, ok, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des vulnérabilités qui sont dans le système, en fait, dans l'application déployée sur son environnement d'exécution. Donc c'est à l'exécution. Je vais accélérer parce qu'on est un peu pris par le genre. Ensuite, un des modèles de CNAPP que nous connaissons sur le marché très utilisé, il y en a d'autres, c'est Aqua, donc qui permet de faire quoi? Du shift left, comme on dit, de prévenir les attaques avant qu'ils n'arrivent. Donc ça, on va le faire par la sécurité du supply chain, on va le faire en mettant du SAA, donc du code scanning, ok, avec du SAS aussi. Si c'est des produits containerisés, on va scanner les images pour voir est-ce qu'il n'y a pas des vulnérabilités qui ont été incluses, ok, dans nos images. On va faire du SBOM, ok, Software Bills of Material. On peut faire de l'IAC scanning parce que voilà, pour les principes d'immutabilité, on a plus tendance à utiliser de l'IAC pour déployer nos ressources sur le cloud. Donc, on peut aussi scanner est-ce que le code de notre IAC, okay, infrastructure as code, ne contient pas de vulnérabilité. Okay? On peut également faire de l'analyse dynamique des menaces côté shift left. Maintenant, sur la partie shift right, là, on est sur la partie workload. Donc, on n'est plus sur la partie supply chain, mais là, on est plus sur la partie workload. Ça veut dire l'application est en cours d'exécution. Et c'est là où on va parler de CSPM, de CWPP. On va parler aussi de KSPM, qui veut dire Kubernetes Security Protection Management, et qui par des pratiques de monitoring, d'assessment, de sécurité, de compliance autour des environnements Kubernetes. Okay? On va parler aussi du drift prevention.
non, il offre du drift prevention côté shift right avec Aqua, qui permet de dire quand on déploie par exemple nos images, ils sont dans un état et on dit que ben, les conteneurs sont immutables, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être transformés, leur état ne doit pas être transformé. Donc la prévention du drift, c'est la prévention des changements de cet état-là. Okay? Il y a le workload scanning, il y a le la micro-segmentation qui intervient au niveau de network et qui permet justement de dire, ben, je vais essayer d'isoler mon workload autant que possible en créant côté network plusieurs subnets et sur les subnets en adoptant des architectures, par exemple OpenSpock, qui vont permettre sur le hub de mettre plein de briques de sécurité qui vont filtrer les trafics et restreindre les accès en appliquant aussi le principe de zero trust. Okay? Alors, là, c'est quelques vulnérabilités que Aqua nous parle sur AWS. Donc, on a des problèmes de stockage de données sensibles sur Lambda, ok, que ce soit des clés d'API ou des credential database. On a l'utilisation du compte route pour des opérations classiques à la place d'utiliser des rôles. On a l'utilisation de permissions permissives. Pour les buckets S3, ben, on laisse le mode public qui est actif et pas d'activation des mécanismes d'encryption, ok, coffre S3. Sur CloudTrail, on utilise la configuration par défaut qui permet de garder les données sur 90 jours, ce qui veut dire que si on a un incident de sécurité qui se produit et au-delà de 90 jours, on le détecte, on n'a pas d'éléments sur lesquels on va s'inspirer pour voir un peu ce qui s'était passé réellement. Donc, ici aussi, on a la non-restriction des IDMS, donc qui sont des instances metadata service, qui sont accessibles au niveau des SE2 quand on utilise de l'EKS. Également, les propriétés de read-only conteneurs souvent ne sont pas appliquées si par exemple on utilise de l'ECS. Les configurations VPC aussi, il y a un mode qui est le AWS VPC qui n'est pas activé. Donc, on n'utilise pas, en tout cas, de configuration VPC dans le non-déploiement ECS, ce qui peut plus ou moins nous dire que voilà, on est dans un accès public. Et la non-activation des VPC Flowlog qui permet de retracer les accès, en fait, tous les accès qui ont eu sur notre VPC qui est notre réseau privé. OK? Alors, très rapidement, exemple de pipeline. D'abord, ici, on va avoir un commit quand le développeur va committer de DevSecOps. Donc, on a ici la partie code et la partie cloud, donc qui répond un peu à notre problématique from dev to cloud. On a la partie commit, donc le développeur va faire son commit sur un repo Git, par exemple. Ensuite, on va lancer de l'analyse statique ou du peer review. Le peer review, c'est voilà, quand un collègue va aller regarder ton code pour voir voilà, est-ce que les bonnes pratiques ont été appliquées, plus le static analysis qui peut être fait par un outil qu'on verra par la suite. On a le software composition analysis, lui qui va faire un focus sur les librairies third-party, les frameworks, etc. Ensuite, on peut faire le SBOM automation pour pouvoir définir en tout cas toutes les briques qui tourne autour de l'application, définir le lien, les numéros de version et permettre de faire un suivi. Donc, c'est un inventaire que le SBOM il fait. Ensuite, on peut faire la configuration des environnements avec de l'IAC. On peut faire du comprehensive testing, OK? Et on peut également déployer, et une fois qu'on fait ça, ben, on déploie en production notre artefact. Mais après le déploiement, ça continue. Donc, on va faire du continuous monitoring pour voir est-ce qu'il n'y a pas des vulnérabilités, en tout cas en matière de sécurité, parce que le monitoring ne se limite pas uniquement sur la partie sécurité. Mais là, c'est plus qu'on est en DevSecOps, je parle plus de continuous monitoring sécurité. On a également l'incidence response. Ben, quand on a des incidents, quelle réponse apporter? Ça peut être une réponse automatisée, donc ce qu'on appelle de l'autorémédiation. On peut également documenter et communiquer autour de ça en créant des bases de connaissances. On peut également apprendre de ce qui s'est passé, en tout cas dans le cadre d'une itération, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'il faut améliorer. OK, et enfin, on répète encore le process. Et là, on vais vous parler du modèle 4C, puisqu'on parle d'application cloud native. Donc, on va remettre sur la table les éléments essentiels qui est la containerisation. Et qui parle de containerisation, d'abord, on va sécuriser le code, ensuite, on va sécuriser le container, ensuite, on va sécuriser le cluster et on va sécuriser le cloud. Donc, voilà pourquoi on parle de 4C, code, container, cluster et cloud. Donc, la partie supply chain va prendre la partie code container et ensuite on va avoir workload protection qui va prendre cluster cloud. Alors, très rapidement, sur la partie code, on aura ce qu'on appelle le SAST, donc Static Application Security.
comme on dit, l'idée ici, c'est de faire du shift left, c'est d'inclure les pratiques de sécurité très tôt dans le process de développement logiciel. Donc, les devs vont être impliqués parce que lorsqu'ils vont vouloir builder leur application dans l'environnement dev, on va lancer les premières analyses de sécurité, OK, pour pouvoir détecter les vulnérabilités et les anti-patterns, OK? C'est également connu sous le principe de Security Code Review et aujourd'hui, vous avez plein d'outils sur le marché qui permettent de faire du SAST. SonarCube, très connu. Côté AWS, on a AWS Guru, on a Veracode, on a Checkmarks et Aqua aussi qui fait du SAST. Ici, un exemple, c'est quoi? Quand un développeur il commit son code sur code commit, ensuite, on va déclencher le build avec code build. Et ce déclenchement-là, il va faire un breakhook build, OK, qui va tout simplement, via la clé de code Guru, copier d'abord le code, OK, au niveau d'un bucket S3 et déclencher via code Guru l'analyse, OK, et là, on va faire le scanning pour voir les vulnérabilités qu'il y a dans le code. Et ces vulnérabilités-là peuvent aussi être stockées sur S3. Et s'il n'y a pas de vulnérabilité, ben, on continue le process en faisant du code deploy. Okay. Ensuite, on a le Software Composition Analysis. Comme je l'ai dit, 70 à 90% des applications cloud natives sont faites avec des librairies et des dépendances qui sont des third-parties, okay? Donc qui sont des librairies tierces. Et ici, l'idée, c'est de détecter des vulnérabilités sur ces librairies tierces-là. Donc, on a du Snyk sur le marché comme produit, du Aqua, Veracode, OWASP Dependency Check et du Checkmark. En termes d'archi, ben, je propose très rapidement ça. Quand vous êtes utilisateur Git, vous êtes développeur, donc utilisateur Git, vous déployez votre code sur, c'est du code Python, vous le déployez sur AWS Code Commit, donc qui est un repo. Il peut y avoir une lambda function qui va récupérer les changes et faire une comparaison avant de lancer le code build, OK, ce qui permet un lancement automatique. Et sur le code build, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'il y a des dépendances Python qui ont été utilisées, donc on va essayer de récupérer sur un repo. Ici, c'est le pip, donc le package, le package index pour Python. Et ensuite, on va faire une scan de vulnérabilité avec Snyk. Okay? Si on voit qu'il y a des trucs malicieux, ben, on va arrêter le process abort. Sinon, si c'est safe, s'il n'y a pas de vulnérabilité, ben, on déploie les artefacts sur AWS Code Artefact. Okay? On a le Dast. Le Dast, lui, c'est plus de faire du shift right. Donc, c'est de dire, après le déploiement de nos artefacts, comment inclure les ops dans le process. Ben, on me dira que, ouais, on a des SOC, on a toutes un arsenal déployé par les équipes de sécurité, mais cela n'empêche de faire des simulations pour voir est-ce qu'on n'a pas de vulnérabilité sur notre environnement d'exécution, ok? Et là, on a du OWASP ZAP, ok, le Z Attack Proxy, on a du Rapid7 Insight, AppSec, donc qui permet de le faire, de l'Aqua et du Checksmart. Ok, donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'identifier et d'explorer dans les applications web toutes les surfaces d'attaque qu'on peut avoir et en termes de compliance aussi et de reporting des remédiations, bah, de prendre en considération tous ces aspects, notamment avec le OWASP Top 10. Ça, c'est un exemple de supply chain qu'on peut avoir qui est relativement complet. Le développeur qui commit, ce commit-là va déclencher un event CloudWatch et cet event CloudWatch va lancer le code build. Et sur le code build, ce qu'on va faire, c'est qu'on va builder et déposer l'artefact sur S3. On aurait pu le déposer sur ECR, par exemple, si c'était une image, ou sur AWS Code Artifact. Ensuite, là, on va lancer le scan avec SonarCube. On va faire du SAS avec Sonar. On peut faire aussi du SAA avec OWASP Dependency Check. Et en cas de vulnérabilité, ben, on va trigger un lambda function qui va envoyer les résultats d'exécution sur un Security Hub, donc AWS Security Hub, qui va nous permettre d'avoir une vision unifiée et centralisée. Par contre, s'il n'y a pas de problème, donc on passe à code deploy. OK, et code deploy, il va déployer ça sur un environnement de staging. Donc, en le mettant sur l'environnement de staging, on va utiliser OWASP ZAP pour faire du DAST, du Dynamic Analysis. Et là, puisque c'est dans un environnement d'exécution qui est le staging, on va le faire. Et en cas aussi de détection de vulnérabilité sur le runtime, là, on va appeler encore le même lambda function pour qu'il envoie l'élément sur AWS Security Hub
pour notre visibilité. Et s'il n'y a pas de vulnérabilité, ben, on passe à l'étape 8, donc qui va être d'envoyer un manuel approval. Donc là, c'est vraiment si on est dans le cadre du continuous delivery, pas du continuous deployment. Okay? Donc le manuel approval va permettre d'envoyer un email avec un lien d'approbation pour dire est-ce que vous voulez valider la mise en production ou pas. Donc c'est une mise en production manuelle et après, tac, on va le déployer en production et une fois qu'on le déploie, on continue à faire les vérifications avec par exemple AWS Config pour vérifier tout ce qui est compliance, ok, par rapport aux standards de l'entreprise, etc. Alors, très rapidement, je vais vous parler également sur la sécurité côté conteneur. Aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Trivi, donc qui est un produit d'Aqua toujours et qui permet de faire les scans de vulnérabilité et de défauts de configuration sur les conteneurs et d'autres artefacts tels que les file systems et les repo Git. Donc, c'est relativement puissant. Et l'idée ici, ben, c'est de vous montrer juste que dans Code Build, on peut déclencher un scan de vulnérabilité avec Aqua et que les résultats puissent être envoyés soit sur CloudWatch, ok, et aussi sur Security Hub. Donc, Security Hub va nous permettre d'avoir une vision unifiée de tous les failles de sécurité, ok. Donc, un panel centralisé pour éviter de regarder à plusieurs endroits. Et on a le ECR, ok, qui va recevoir l'artefact puisqu'on parle ici de scan d'images, ok, de Docker. Donc, on l'envoie vers ECR qui est un repo. Donc, on peut faire également du continuous analyse parce que là, c'est à la création de l'image, mais l'image va continuer d'exister, ok? Donc, on peut utiliser ECR plus Inspector pour automatiser les scans, c'est-à-dire continuer à le faire. On peut créer une image aujourd'hui, il n'y a pas de vulnérabilité, mais 2 jours après, un des briques qui était inclus dans l'image présente une vulnérabilité, ok? Alors, pour aller beaucoup plus loin, récemment, j'ai vu qu'il était possible aussi d'appliquer de l'AI générative dans la remédiation des CVE. Là, par exemple, si on build, en fait, on déploie on push notre code sur un repository, tout le process de continuous integration va être fait, le SAST, le SCA, le build, etc. Ensuite, l'image, on peut l'envoyer vers Amazon ECR, ok, et ce dernier, il va utiliser Inspector, ok, pour faire un scan. Et après ce scan-là, comme on a vu, qu'est-ce qui va se passer? Les événements vont être envoyés vers Amazon Event Bridge. OK? Maintenant, ce Event Bridge-là, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, s'il n'y a pas de failles ou de vulnérabilités qui ont été vues, ben, il termine le process. Par contre, s'il y a des failles qui ont été vues, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer un lambda et ce lambda, son objectif, c'est de sauvegarder ces vulnérabilités-là, en tout cas toutes ces informations dans une base DynamoDB. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a Amazon Bedrock, donc qui permet de faire du génératif AI, qui va aller récupérer ici les vulnérabilités qui sont stockées dans la base DynamoDB et va rechercher des correctifs, ok? Donc, s'il en trouve, il va créer un pull request associé pour le développeur. Donc, in fine, ce dernier, il a juste à dire, ben ouais, par exemple, on a vu qu'il y a un package qui est obsolète et que Bedrock a trouvé la version qui permet de corriger l'obsolescence et la faille de sécurité. Ben, il le propose en pull request, donc le développeur, il valide, il relie en tout cas la pull request avant de valider. Alors, je pense qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour aller jusqu'au bout parce qu'on a 45 minutes et là, on est en 37. Je vais essayer d'accélérer. Après, s'il y a des questions, je reste ouvert. Okay. Donc, là aussi, c'est le modèle de service de EKS parce qu'on parle de cluster et puisque c'est des conteneurs, en fait, c'est des conteneurs, okay, dont on parle. Donc, l'idée ici, c'est de vous présenter un peu le Share Responsibility Model de EKS parce qu'on peut avoir des workers en mode self-managé, okay, ou des managed not group. Quelle que soit l'option qu'on a, on voit que le control plane, il est sous la responsabilité du cloud provider et que selon qu'on est en self-managé ou managed group, ben, il y a une partie qui est prise en compte. Par exemple, c'est l'OS, le kubelet, le container runtime interface et les configurations des images, ok, AMI. Donc, ce qu'on peut faire aussi sur les clusters, c'est le hardening avec du CIS benchmark. Donc, CIS, c'est Center Internet Security, qui protège les systèmes IT contre les cybermenaces. Donc, en proposant des guidelines de configuration, plus de 100 guidelines autour de plus de 25 familles de produits. Okay? Donc, ici, c'est appliqué sur le cluster EKS, okay, de AWS, okay,
Et ça peut être aussi, c'est appliqué sur de l'AKS de Azure, ou si vous avez mis votre propre cluster Kubernetes aussi, vous pouvez appliquer ce CIS Benchmark. On va parler également des accès, ok, sur les clusters, parce qu'on parle de Airbag, de Role-Based Access Control. Et côté Kubernetes, ben, il n'y a pas la gestion des utilisateurs, mais il y a un mécanisme de rôle qui est mis en place. Donc, on a ce qu'on appelle les rôles qui sont restreints dans un namespace qui est un espace logique qui permet de grouper les ressources, que ce soit d'un projet, d'un environnement dev prod staging. On a aussi ce qu'on peut appeler les cluster roles, ben, qui sont des rôles beaucoup plus vastes, donc qui s'étendent sur l'échelle du cluster. Okay. Voilà. Ensuite, on a le Container Runtime Sandbox. Donc là, ça permet de se protéger contre les dirty code exploits. Parce que en réalité, ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous déployez votre conteneur sur un orchestrateur, via des appels syscall, vous pouvez avoir accès au kernel. Donc, si vous avez accès au kernel, vous avez accès au hardware. Et souvent, ça peut être utilisé par les hackers. Voilà pourquoi des solutions comme gvisor ou Kata Container permettent d'introduire un layer pour séparer, en tout cas, le runtime, l'environnement d'exécution des containers et le kernel. Donc, ça permet de filtrer les appels syscall et de pouvoir prévenir en cas d'accès frauduleux. On a aussi ce qu'on pourrait appeler des policy as code, qui permet justement de définir des politiques de sécurité, mais de les appliquer sur le cluster sous forme de code. Les plus connus, c'est Kyverno et OPA, qui nous permettent de faire ce qu'on appelle de l'admission review. Est-ce qu'on a le droit de faire telle opération, etc. Voilà. Ensuite, on a... Khalidou, on a un peu excédé, c'est dommage. Il y avait pas mal de questions sur le Q&A. Il te restera à peu près combien de temps à peu près pour terminer Ben ouais, alors ce que je peux faire peut-être, c'est de partager les slides après pour ceux qui veulent continuer. Il me reste quelques slides et nous concentrer sur les questions. Ça permettra de donner un peu vie à la présentation, quoi. D'accord. Donc voilà. D'accord. Bah écoute, moi je te propose deux choses. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions, donc je te propose en fait de les mettre dans la table des speakers. Et puis juste pour terminer, peut-être une question. Alors je vais prendre la première qui avait été posée. Bon, elle est simple. Hein, c'est dans le cas d'une application serverless, le DevSecOps s'intègre comment? Est-ce que tu peux faire une réponse rapide? Alors, dans ce cas-là, comme on l'a vu, puisque c'est du serverless, l'infrastructure n'est pas à notre niveau, mais nous sommes responsables du code que nous produisons. Donc, ça s'applique aussi bien sur le code que sur le runtime. Supposons que vous dites, ben, OK, ben, je vais créer une function as a service, OK, qui est du serverless, et que derrière, vous produisez sur votre code, vous avez, disons, accès à des credentials ou de la donnée via des clés d'API ou des credentials, mais vous ne les avez pas sécurisés. Donc, vous n'avez pas sécurisé l'accès à ces informations. Donc, vous vous exposez. Donc, voilà pourquoi, même si c'est du serverless, on dit attention, la sécurité, le DevSecOps va s'appliquer aussi bien sur le code, en respectant les bonnes pratiques, okay, de codage, éviter d'exposer, par exemple, des credentials accessibles en clair, et puis aussi sur le runtime, qui est l'environnement d'exécution. Je te remercie. Il y a une seconde question. Comment les entreprises peuvent-elles s'assurer qu'elles respectent les exigences de conformité tout en adoptant DevSecOps? Alors, les exigences de conformité, c'est un processus continu. Okay? La conformité, elle n'est pas seulement sur la partie, je peux dire, supply chain, workload, mais c'est un processus qui d'abord commence à la réflexion. Donc, quels sont les patterns d'architecture qui ont été adoptés par l'entreprise? Et ça, c'est le rôle des architectes qui vont d'abord construire des architectures en étant conformes par rapport aux standards de l'entreprise. Ensuite, dans le cycle de développement logiciel, okay, ce qui va se passer, c'est qu'on aura tout un tas de produits et d'outils qui vont plus ou moins faire du scanning, rechercher des failles de vulnérabilité, etc. Et il y a une phase post qui vient en production. Maintenant, quelle que soit la solution que vous avez utilisée, il y a des outils de compliance qui permettent de dire, bon, OK, on a mis en place, disons, l'exemple que je peux donner, c'est ben ouais, on a besoin, par exemple, d'un S3 qu'on doit déployer dans notre solution. L'architecte, il a mis dans le document d'architecture technique, le DAT, qu'il faut utiliser une version qui est encryptée.
Et moi, en tant que DevSecOps, je dois pouvoir mettre en place un mécanisme via AWS Config, par exemple, pour faire un scripting de tout ce qui va être déployé. Donc, si jamais un dev ou quelqu'un d'autre de l'équipe veut déployer un S3 qui n'est pas conforme aux exigences du DAT, je dois pouvoir le bloquer et l'appliquer. Donc, il y a des outils qui permettent de vérifier de façon permanente la compliance et de dire est-ce que je vais bloquer la ressource, est-ce que je vais la supprimer, est-ce que j'ai appliqué des trucs. Donc, ça va au-delà de la partie DevSecOps, mais ça s'applique sur toute la chaîne. D'accord. Ben écoute, Kaïdou, je te remercie pour cette session. Ça sera donc la dernière question. Donc, j'ai mis dans le chat un questionnaire. Un questionnaire pour que vous donnez votre avis sur la session de Kalidou. C'était une session qui était intense, qui était très complète et très synthétique. Malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, c'est dommage. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre les questions que vous avez posées dans le Q&A. Il y a aussi une question aussi de Mohamedou, je ne t'oublie pas, que je mettrai en fait dans un autre environnement et peut-être que Kalidou pourra peut-être vous répondre. Voilà. Donc, merci Kalidou, merci pour pour cet entrain, pour merci vraiment infiniment. cette perfection. Merci beaucoup. Et puis, ça sera ça sera la dernière. Peut-être Kalidou, est-ce que tu veux dire peut-être une dernière chose très rapidement avant que les gens aillent sur notre session? Voilà, donc juste remercier tous les participants à cette session et te remercier Didier pour cette parfaite organisation. J'avais tellement de choses à dire, j'ai tellement réduit les slides, mais malheureusement le timing a été trop court. On peut toujours se parler en off pour répondre à certaines questions, comme Didier l'a dit, et je vous souhaite de profiter pleinement de cette journée avec des sessions les plus excitantes les uns et les autres. Et voilà, vive la journée du cloud. Merci à tous et voilà, bonne journée. Merci, bonne journée Kalidou. Et vive la journée du cloud.